Alors vous n'avez peut-être pas tous compris pourquoi cette découverte de la dégravitation, qui date de mai 1955 par Léon Raoult-Lathème, est tellement importante pour comprendre les mouvements planétaires et la constitution de l'univers. C'est extrêmement simple. Lorsque à partir du moment où on a compris, mais ça on vous montre par ailleurs, que toute particule atomique, comme tout astre, quel qu'il soit, est toujours un aimant complet muni de ces deux polarités magnétiques, et qu'on vous a expliqué d'ailleurs pourquoi la plupart du temps ces masses magnétiques se sont concentrées et sont tombées les unes sur les autres, jusqu'au moment où la distance qui les sépare est tellement grande que l'attraction devient égale à la répulsion. On ne va pas revenir là-dessus, vous avez ça expliqué un peu partout. Eh bien, à ce moment-là, il y a une stabilisation qui se produit. Mais il n'empêche que les polarités existent toujours et qu'il y a toujours des relations magnétiques entre ces masses. Alors, dans certaines conditions, on vous l'explique, il ne faut pas que les axes soient complètement parallèles, il faut qu'ils soient dans le même plan, à peu près, ce qu'on appelle le plan de l'écliptique, le plan de l'équateur, l'un de l'autre. Il faut aussi qu'ils ne soient pas trop éloignés les uns des autres, il faut qu'ils ne soient pas parallèles, ça je vous l'ai dit. Et dans ce cas-là, les systèmes planétaires ou atomiques vont se constituer de façon inévitable, irrévocable. Les mouvements vont se produire pour mettre, à condition que les axes soient comme ça, pas qu'ils soient comme ça va tomber évidemment, mais tous les cas où les conditions ne permettent pas la constitution d'un système planétaire ou atomique, tous ces cas-là ont disparu puisque à chaque fois il y a concentration de la matière. C'est ce qui produit des masses séparées par des grandes distances. Chose évidemment qui ne peut pas être expliquée par le Big Bang, c'est une autre histoire. Donc ces masses se retrouvent stables à grande distance les uns des autres. La grande distance est absolument indispensable. S'il n'y a pas de grande distance, il y aura chute, c'est obligé, parce qu'il n'y a pas équivalence entre l'attraction et la répulsion. Vous comprenez bien que quand vous avez deux aimants à proximité, il n'y a jamais équivalence entre l'attraction et la répulsion. L'attraction va toujours l'emporter sur la répulsion, donc il va y avoir chute. Mais si la distance est très grande, la différence entre les pôles en attraction et les pôles en répulsion, les deux capuchons là, c'est les pôles en répulsion, et ceux-là ils sont en attraction. Mais la différence entre les deux, entre l'attraction et la répulsion, est inopérante, puisqu'elle est négligeable. À grande distance, il n'y a plus de différence. Donc c'est pour ça qu'il y a stabilisation, et à partir de cette stabilisation, il y a quand même mise en mouvement, parce que, de toute façon, il y a quand même attraction et recherche d'attraction maximum. Ça va se faire en douceur. Au lieu de se faire brutalement avec la chute, ça va se faire en douceur. Et cette douceur, elle va faire que les axes vont se mettre en mouvement. Les axes vont créer des axes de rotation pour aligner les pôles. Mais, on vous l'expliquait par ailleurs, donc, puisque les distances sont très grandes, les forces magnétiques sont très faibles, les masses, qui sont maintenant des masses, ont une inertie très grande qui fait que lorsqu'elles vont commencer un mouvement, l'élan acquis par ce mouvement va être plus fort que l'attraction magnétique. Et donc, au lieu de s'arrêter en position avec les quatre pôles dans un même plan pour chuter l'un sur l'autre, elles vont dépasser cette position idéale, et alors là, les fonctions magnétiques vont s'inverser. C'est-à-dire que les pôles qui étaient en attraction, même si c'est très doux, commencent à s'éloigner, et donc à se dégraviter. Tandis que les deux autres pôles qui étaient en train de s'éloigner, ils commencent à se rapprocher. Donc entre eux, l'attraction va être considérablement augmentée. Il va donc y avoir une accélération de ce mouvement. Et s'il y a une accélération de ce mouvement d'attraction, l'élan acquis au premier tour va être encore bien plus fort qu'au départ. Et au deuxième tour, il va être encore beaucoup plus fort qu'au premier tour. Et au troisième tour, encore beaucoup plus fort. Ce qui fait qu'il va y avoir accélération des mouvements de rotation synchronisée. Parce que à chaque fois, il y aura chute en attraction accélérée, mais pas freinage lorsque les deux vont s'éloigner. Donc, de l'autre côté, accélération, pas freinage. Accélération, pas freinage. Accélération, pas freinage. Accélération, pas freinage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une accélération continue, qui pourrait faire que les deux systèmes explosent, à force de tourner de plus en plus vite.
Mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Parce que ces astres, ces planètes ne sont pas, ou ces particules ne sont pas fixes dans l'espace. Elles sont libres. Comme elles sont libres, eh bien, il va se passer que la plus petite va avoir tendance à aller chercher le pôle de l'autre pour minimiser son travail. Et c'est automatique, c'est obligatoire. Ça s'explique très bien. Et donc, ce qui va se produire, c'est que il va y avoir un mouvement de translation orbitale qui va se mettre en route et qui va d'ailleurs s'accélérer aussi au fur et à mesure que s'accélèrent les rotations synchronisées sur les axes. Et du fait que cette rotation, translation orbitale va elle aussi s'accélérer, eh bien la distance va encore grandir entre les deux astres, les deux planètes, ou entre les deux particules atomiques. Et donc les forces magnétiques vont encore diminuer. Si elles diminuent, les vitesses vont se ralentir. Les vitesses vont se ralentir. Et si les vitesses se ralentissent, l'élan va diminuer. La translation orbitale va être ralentie et il va y avoir rapprochement. Et s'ils se rapprochent, les forces magnétiques vont augmenter. Et si elles augmentent, les rotations vont augmenter, vont s'accélérer. Et si elles s'accélèrent, la translation orbitale aussi va s'accélérer. Et donc, ils vont s'éloigner encore plus. Mais s'ils s'éloignent, ça va diminuer les forces. Donc ça va ralentir les mouvements et ça va produire un rapprochement. S'il y a un rapprochement, ça va augmenter les forces, ça va accélérer les vitesses et donc produire un éloignement. Au bout d'un moment, vous allez avoir un équilibre qui va s'établir entre les vitesses de rotation, les vitesses de translation orbitale, qui va vous donner un système planétaire ou un système atomique extrêmement stable, permanent, pour l'éternité. Ou à peu près, si ça veut dire quelque chose. En tout cas, un mouvement qui est solide. Et un atome qui est solide, c'est-à-dire que si vous voulez comprimer la matière, elle va résister. Et si vous voulez la dilater, elle va revenir à sa position initiale. Donc vous avez une matière solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et ça tombe bien parce que je suis assis sur une chaise, et j'aurais pas voulu que le simple fait de m'asseoir sur une chaise fasse que la chaise s'évanouisse. Parce qu'elle se serait évanouie si c'était simplement une attraction entre des particules positives et des particules négatives. Là, la chute est inévitable. La moindre perturbation aurait détruit l'équilibre. Vous n'avez pas d'équilibre dans l'atome de Bohr, dans l'atome classique, dans l'atome standard. Et là, vous avez un véritable équilibre qui fait que vous avez dans l'espace, dans le cosmos, des galaxies qui durent des milliards et des milliards d'années, qui sont extrêmement stables, extrêmement solides, et qui supportent toutes les perturbations. Au point qu'il arrive que deux galaxies se traversent, et l'une ressort de l'autre côté, sans avoir en rien perturbé la première. C'est évidemment complètement aberrant en termes d'astrophysique classique, celle qu'on vous enseigne à l'école, à l'université. Mais ce qui est tout à fait normal, lorsque vous avez compris que toute la galaxie, ici, la première galaxie, a des rotations synchronisées qui maintiennent sa cohésion, et que l'autre galaxie qui arrive a peut-être de toute autre vitesse, a peut-être de tout autre rythme de rotation, et donc il ne peut pas y avoir attraction entre les masses qui vont se croiser, puisqu'elles ne sont pas synchronisées symétriquement. Et donc elles vont s'ignorer, jouer pour se contourner et ressortir de l'autre côté. Il n'y aura pas de perturbation du système. Tout l'univers repose sur la dégravitation. Tout l'univers ne fonctionne et ne vit que parce qu'il y a la dégravitation. Il fallait le découvrir, c'est fait. Maintenant, vous pouvez comprendre l'univers, il n'y a plus aucun souci.
Mais surtout, ne le gardez pas pour vous, dites-le autour de vous, dites-le à vos professeurs de physique, bien sûr, parce qu'ils ont besoin de le savoir. Évidemment, sur le coup, mais c'est pas possible, les aimants, ils sont en attraction, donc ils vont se freiner. Et vous leur direz non, on va vous montrer, effectivement, sur un plan mathématique, que ce n'est pas le cas, mais on va aussi vous montrer sur un plan mécanique que ce n'est pas le cas, parce que les appareils de démonstration pour mettre ça en évidence, ils sont là, ils sont disponibles, il vous suffit de venir les voir. Alors, nous avons ici, donc, ici, j'ai de la gravitation et pas de freinage. Alors, comme je vous l'ai montré, je peux taper dessus. Je tape dessus, ça ne veut pas s'arrêter. Le moteur entraîne un aimant, il ne freine pas ça. C'est le champ magnétique qui entraîne ça. Donc, ici, il faut que maintenant, j'essaie de l'arrêter. Eh bien non, il ne veut pas s'arrêter. Et maintenant, je fais tourner en 60. Et c'est pareil, et ça marche toujours. Et ça ne devrait pas tourner. Et ça tournera toutes les 10 millions d'années s'il le faut. Voilà. Ce n'est pas un mouvement perpétuel, il y a ici un ressort. Mais je peux vous montrer que par champ magnétique, on obtient exactement ce qui se produit dans l'espace entre deux aimants qui tournent en rotation synchronisée. C'est très 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 important, c'est toute l'harmonie de l'univers qui est rassemblée dans ce système. Uranus, que je fais tourner comme ceci, vous faites pareil. Voilà. Alors vous avez l'attraction, vous avez la dégravitation, vous avez l'accélération de vitesse, la production d'énergie, vous avez le système Terre-Lune, tout à l'heure je vous ai montré le système Terre-Lune qui est là, ça c'est le système Terre-Lune, regardez, vous voyez ce que fait la Lune. Regarde ce que fait la Lune, regarde ce que fait la Lune. Vous voyez ce que fait la Lune. Ce mouvement vibratoire que j'ai expliqué tout à l'heure, ce mouvement d'approche et de recul, voyez-vous, ce mouvement d'éloignement, de rapprochement, en même temps de balancement qu'on appelle la libration lunaire. C'est Galilée qui a découvert ça, c'est formidable, c'est un type extraordinaire. Que je pense qu'on a voulu le massacrer parce qu'il n'était pas d'accord avec la religion à l'époque. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? C'est comme ça, les hommes sont comme ça, tant pis, c'est comme ça. Ah ben ça tombe. Alors ça c'est pour le petit système. Donc nous avons Uranus, nous avons la Terre et la Lune, nous avons l'accélération, la suppression du freinage magnétique, et la suppression de la répulsion, nous avons la production d'énergie, c'est très important pour la production d'énergie. Vous allez voir comment on produit. Ça ne veut pas s'arrêter. Et même dans l'autre sens, si on fait comme ça, il va faire tourner en rotation synchronisée. Il faut qu'ils soient en harmonie, voilà. Alors c'est pareil, si je veux arrêter, voilà, il ne veut pas s'arrêter. Il continue à tourner. Je vais d'abord vous montrer le moteur de l'univers. Ah, le moteur de l'univers, parce que forcément, dans l'univers, il n'y a pas de moteur électrique, il n'y a pas de moteur mécanique, il n'y a pas de moteur à essence. Comment fonctionne le moteur de l'univers? Je prends deux aimants à grande distance. Si je vous pose une question quelconque, n'importe laquelle, pas n'importe laquelle, mais enfin, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui va se produire avec ces deux aimants? Ils sont là, ils se regardent. Qu'est-ce qui va se produire? Est-ce qu'ils vont bouger? Est-ce qu'ils vont rester comme ça? Eh bien non, ils ne vont pas rester comme ça. La première chose qu'ils vont faire, ils vont chercher à aligner leurs quatre pôles sur une même ligne droite, comme ceci. Ils vont donc acquérir une force d'inertie. Si ce n'est pas sur une même ligne droite, ce sera sur un même plan, comme ceci. Automatiquement, si vos aimants sont en répulsion, celui-ci va se retourner pour se mettre en attraction. Et donc, à partir du moment où ils vont se mettre en attraction, ils vont se chercher à placer leurs quatre pôles sur une même ligne droite. Voilà. Et à partir de là, le mouvement est lancé. Sans énergie, sans essence, sans rien du tout, pas de pétrole. Simplement de l'énergie magnétique, de la dualité. Attraction-répulsion, et voilà. Et vous avez attraction ici, dégravitation de l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes suffisamment éloigné, au lieu d'être très proche, parce que si vous êtes très proche, vos aimants vont tomber l'un sur l'autre. Forcément, ce sont des aimants et ils sont faits pour s'attirer. D'autant plus que s'il n'y avait qu'une seule attraction, alors là, boum, ils tombent l'un sur l'autre et puis c'est tout. Hein. Comme la gravitation newtonienne. Si Newton avait raison, l'univers ne serait pas en équilibre, en recherche d'équilibre permanent. Il serait une boule de matière réunie, encore matière, ça n'existe pas la matière. Il serait une boule informe, une masse informe,
de matière complètement rassemblée par la gravitation. Donc il y a deux polarités qui s'attirent et qui se repoussent. Alors, vous avez à partir de là, les deux pôles qui vont commencer à se mettre en mouvement et acquérir une force d'inertie, c'est-à-dire une force de mouvement qui va les entraîner. Lorsqu'ils vont arriver là, si la force d'inertie est plus grande que l'attraction, à ce moment-là, ils vont continuer leur mouvement. Et en continuant leur mouvement, que va-t-il se produire? Ils vont se dégraviter. Les deux pôles qui sont en bas vont commencer à s'attirer en s'accélérant, alors que les deux pôles qui sont en haut vont s'éloigner. Au bout d'un moment, ils vont changer de côté. Ceux qui sont en haut vont commencer à s'attirer en tombant l'un vers l'autre avec précipitation, et en bas, pas de freinage. Accélération en bas, pas de freinage en haut. Accélération en haut, pas de freinage en bas. Accélération en bas, pas... C'est dur à dire. Ça fait beaucoup rire cette histoire. C'est tellement simple. Enfin, vous avez compris. Vous avez deux pôles qui se précipitent l'un vers l'autre et deux pôles qui se dégravitent. Donc, vous avez accélération de vitesse de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Pas de moteur dans l'univers. C'est ça le moteur de l'univers. C'est l'harmonie. L'harmonie de l'univers. Voilà. Cette harmonie merveilleuse qui va créer des êtres humains. Nous avons un aimant qui tourne ici. Il fait tourner tous les aimants qui sont ici. Tous. À la même vitesse de rotation, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont synchronisés par les polarités. 100 millions d'étoiles qui sont en rotation synchronisée comme ceci. Vous avez compris que lorsque la Terre tourne en 24 heures, le Soleil, le noyau central du Soleil, tourne également en 24 heures, et toutes les étoiles de la galaxie, des 100 milliards d'étoiles, tournent en rotation synchronisée. Je vais faire une chose. Je vais maintenant taper sur ce que j'ai fait tout à l'heure avec ça, faire ça. Vous ne croyez pas qu'il devrait s'arrêter? Vous ne croyez pas qu'il devrait s'arrêter, mon petit système, là? Parce qu'ils ne sont pas entraînés par le moteur, ceux-là. Ils sont entraînés par champ magnétique. Ils ne peuvent pas s'arrêter parce qu'ils sont accélérés. S'ils n'étaient pas accélérés, je ne pourrais pas faire ce que je viens de faire. C'est absolument impossible. Alors un jour, on va une petite histoire. J'ai fait un jour le mondial de l'invention. Le mondial de l'invention au Palais Baltard, à côté de Paris, à Nogent-sur-Marne. J'ai présenté mon petit tracteur que je vais vous montrer, et ce petit tracteur, je dis voilà, le monsieur qui vient ici, c'était l'examinateur, c'était un ingénieur, un directeur de recherche au CNRS. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Athème? Ah, moi, je crée de l'énergie. Oh, monsieur Athème, vous savez qu'on ne crée pas d'énergie, c'est impossible. Ah, moi, je crée de l'énergie. Mais monsieur, en physique, on ne crée pas d'énergie. Alors, venez voir un petit peu ici. On était sur le tracteur, on tourne autour de la table, on avait un petit creux au milieu. Je lui montre cet appareil. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et il regarde, un bon moment. Puis il commence à tripoter. Qu'est-ce que tu cherches là, monsieur? Eh bien, je cherche le petit moteur. Je cherche la supercherie. Il y a une supercherie là-dedans, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est impossible. Mais il n'y a rien d'autre. Simplement un moteur qui fait tourner un aimant, et tous les aimants tournent en rotation synchronisée. Au bout d'un moment, monsieur Athème, vous créez de l'énergie. Oui, monsieur Athème, vous créez de l'énergie. Voilà. Un ingénieur du CNRS. C'est tout. C'est tout. Toute l'harmonie de l'univers est dans les pôles magnétiques. Alors là, voyez-vous, les rotations continuent comme il faut, mais étant donné que le Soleil tourne comme ceci, il a une petite tendance à freiner le Soleil, le ciel qui doit aller dans le sens. Il tendance, mais ça n'empêche pas qu'il continue à faire tourner la Terre et la Lune, ce système d'étoiles doubles, en synchronisme symétrique. Ce sont des aimants. Le Soleil est un aimant, ça c'est des aimants, la Terre est un aimant, la Lune est un aimant, les étoiles ici sont des aimants, ça c'est un aimant bien sûr. Ça c'est Saturne, c'est contrepoids, c'est un contrepoids pour le Soleil. Ah oui. Alors c'est intéressant de voir. Hein, on va arriver bien sûr à les arrêter comme ça, mais ils vont continuer à tourner. Pendant 8 jours, ils continueront à tourner, et le Soleil se remettra à tourner dans l'autre sens après. Le système se remettra à tourner dans l'autre sens. Mais dans l'espace, ce n'est pas rigide. Dans l'espace, c'est un système très libre. Très libre, c'est-à-dire pas de freinage, pas de... Si, on a des freinages, énormément.
Mais il y a une harmonie dans les rotations qui fait que les freinages sont compensés par des mouvements de réaccélération. Donc voilà, je vous propose un système extrêmement simple, attraction-impulsion, harmonie de rotation, mouvement orbital. Qu'est-ce que ça veut dire? Un système à 3 pieds. Attraction-impulsion, système ternaire, c'est la Trinité. La Trinité dont les religions ont besoin pour se soutenir, pour soutenir l'existence d'un Dieu. Hein, voilà. Attraction-impulsion, harmonie, mouvement orbital. 3 pieds. 3 pieds pour tenir debout. Alors c'est très intéressant parce que le mouvement orbital, ce n'est pas rien. Je vais le remettre à tourner. Il s'arrête un peu comme ça. Maintenant, je vais le remettre dans le sens. Alors, je le remets dans le sens. Hein. Ils vont se remettre à tourner. Hein. Alors, il s'arrêtera plus. Oui, c'est très intéressant dans le système planétaire. Parce que le mouvement orbital est justement la chose essentielle qui permet le mouvement perpétuel dans l'univers. Évidemment, puisque cette dégravitation permet la création d'énergie libre, bien sûr. L'atome crée sa propre énergie, le cosmos crée sa propre énergie. Vous n'avez pas l'univers qui consomme une énergie, il ne peut pas consommer d'énergie, il n'y a pas d'énergie à consommer. Il ne va pas pomper son énergie dans un autre univers ou dans un autre système pour fonctionner. Non, non, il crée en permanence sa propre énergie, il est parfaitement autonome. Eh bien, cette autonomie, cette création permanente d'énergie, qui est évidemment contraire à la loi de thermodynamique qui nous dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ce qui est absurde évidemment, puisque le simple fait que tout se transforme montre qu'il y a une création d'énergie permanente, sinon ça ne se transformerait pas. Mais il est vrai que l'énergie se transforme tout le temps. Mais si elle se transforme, c'est parce qu'il y a une énergie qui se crée. Sinon, ce serait statique, rien ne bougerait sans énergie. Cette énergie, c'est à chaque instant qu'elle se crée. Eh bien, c'est très intéressant, techniquement, parce que vous pouvez récupérer cette énergie. C'est-à-dire, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire de plus en plus, vous pouvez très simplement utiliser le principe de dégravitation pour multiplier la production d'énergie, que ce soit une énergie électrique ou une autre énergie, mais en principe on fait ça avec de l'énergie électrique. Ce qui est important, c'est que vous le compreniez et que si vous voulez vous rendre autonome, vous pouvez vous rendre autonome au même titre que n'importe quel système atomique ou planétaire est parfaitement autonome, crée sa propre énergie à chaque instant et fonctionne comme cela quasiment pour l'éternité. Tout cela grâce à ce phénomène de dégravitation que j'ai été heureux de vous expliquer ici. J'espère que ça a été assez clair et que vous aurez compris quelque chose. En tout cas, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, on recommencera aussi longtemps qu'il faudra et vous pouvez poser bien sûr toutes vos questions à ce sujet-là. On vous répondra. Nous sommes à votre disposition. À plus tard.